Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir ouvrir cette séance du Conseil municipal. Tout d'abord, vous proposez pour secrétaire de séance Pierre-Yves Thomas, s'il est d'accord. Merci. Des procurations, j'en ai qu'une seule pour le moment. Laure Boussard qui a donné procuration à Pierre-Yves Thomas. Il n'y en a pas d'autres. Et avant d'entamer l'ordre du jour de ce Conseil municipal, je voudrais bien sûr vous faire part, mais vous l'avez sans aucun doute déjà appris par la presse, de la disparition de Pascal Simon. C'est une profonde tristesse qu'on a appris le départ de Pascal Simon, qui a été élu conseiller municipal de 1995 à 2001. C'est sous la mandature de M. André Leroux. Pascal faisait partie des commissions travaux et sport. Il était membre du SIASC. Il était très investi sur la ville de Carhaix, tout particulièrement au niveau sportif, notamment dans le club de DC en tant que joueur, éducateur et arbitre. Il a été également dirigeant à l'origine du club de l'ACC. Il était le père de Florian et de Damien, qui sont d'ailleurs les fondateurs du club. Une figure emblématique qui a marqué des générations de joueurs, d'éducateurs et de dirigeants à Carhaix. Nous avons donc une très forte pensée, bien sûr, pour son épouse et ses enfants. Pascal était vraiment ce qu'on appelle le bon garçon, le bon copain par excellence. Je vous propose évidemment d'observer, si on est d'accord, une minute de silence en sa mémoire. Merci. J'aurai également l'occasion, durant ce conseil municipal, qui est essentiellement consacré au débat d'orientation budgétaire, de vous donner deux informations qui sont d'ailleurs liées pour chacune d'entre elles à ces orientations budgétaires. La première information, c'est concernant le dispositif d'Illico. Vous avez entendu parler du débat sur aujourd'hui les pertes de recettes fiscales et de diminution de dotation des finances que Carhaix, pour la communauté, et bien sûr beaucoup d'autres collectivités vont souffrir ces prochains mois, et tout particulièrement sur l'année 2026. Donc un courrier va être adressé à la fois au nom de la ville de Carhaix et de Pau Communauté contre ce dispositif d'Illico qui prive nos deux collectivités, et bien sûr d'autres, à des recettes fiscales extrêmement importantes. Et puis également une information sur les travaux envisagés sur le site de Quérampuil, dans le cadre du dossier qui va être déposé prochainement concernant le Centre national de la musique, avec des aides qui pourraient nous être accordées pour la réalisation de travaux sur le parc de Quérampuil. Voilà. On va pouvoir maintenant ouvrir l'approbation du PV du Conseil du 13 octobre. S'il y a des remarques ou des questions, on peut adopter. Des votes contre, des abstentions, unanimité. Je laisse la parole maintenant à Daniel Cotten pour le débat d'orientation budgétaire. Oui, vous le savez, même s'il ne doit emporter aucune décision à ce stade de la procédure d'adoption du budget, ce débat constitue une phase importante destinée à éclairer le vote des élus et doit intervenir en cours de phase préparatoire du budget. Les orientations budgétaires envisagées sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre l'EPCI et les communes. Les engagements pluriannuels, donc la programmation d'investissement, la structure et la gestion de l'encours de la dette contractée, les perspectives pour le projet du budget. Donc nous allons directement à la page 4 de ce document que vous avez, c'est le rapport de présentation. Donc le contexte national, la croissance française devrait être de 1,14%. Et l'évolution du produit intérieur brut reste fortement corrélée à celle de la hausse des prix de l'énergie. Vous avez ensuite le tableau, l'évolution du PIB depuis 2019. Et enfin, une inflation qui apparaît maintenue en 2025, plus 1,3, 1,4. En point B, l'impact du projet de loi de finances 2026 sur les finances du bloc communal. Le projet de loi de finances 2026 prévoit une nouvelle participation des collectivités à l'effort de redressement, avec notamment la multiplication par 2 du DILICO, un nouveau rabotage du fonds vert et le gel de la dotation globale de fonctionnement.
Au total, la perte financière pour la ville de Carhaix sera de 352 000 €, mais nous en reparlerons tout à l'heure. L'impact est en effet plus important sur les villes industrielles ou enseignements industriels qui vont être touchés de manière massive. Des territoires dont les populations sont souvent modestes, c'est le cas de la ville de Carhaix, dont la réduction de la compensation par l'État de l'abattement de 50% applicable aux valeurs locatives des locaux industriels ainsi que la minoration des variables d'ajustement coûterait en 2026 230 000 €. Le dispositif de mise en réserve forcée d'ILICO visant à corriger des anomalies du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités sera reconduit pour l'année 2026. La ponction pour Carhaix serait donc de 45 000 € en 2026. D'autres mesures viendraient s'ajouter aux précédentes. À partir du 1er janvier 2026, des dépenses de fonctionnement ne seraient plus éligibles au FCTVA, le Fonds de compensation de TVA. L'exécutif supprimerait le remboursement au titre des dépenses d'entretien de bâtiments publics, de la voirie, des réseaux payés par des prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage. L'impact pour Carhaix se traduirait pour le budget avec une perte de recettes de 18 000 € en fonctionnement. La dotation globale forfaitaire baisserait de 56 000 € en 2026 du fait de sa désindexation de l'inflation. L'évolution annuelle des recettes de TVA, venue compenser l'exonération de taxes d'habitation et de taxes foncières, serait gelée. Elle était jusqu'à présent indexée sur l'inflation. Cette recette devrait rester stable en 2026. Les dotations DETR, DSIL seraient fusionnées au sein d'un fonds d'investissement pour les territoires qui regrouperait ces dotations. La cotisation employeur de la CNRACL augmenterait de 3 points en 2026 et il est également prévu de la réaugmenter en 2027 et sur 2025, le coût pour la collectivité serait de 53 000 €. En analyse rétroprospective de la situation financière fin 2025. De 2018 à 2021, l'épargne nette de la commune a augmenté de 500 000 €. L'année 2019 est marquée par une recette importante de taxes d'aménagement. Les années 2020 et 2021 sont marquées par la crise Covid et une baisse des dépenses. En 2022, 2023 et 2024, les budgets sont marqués par la crise énergétique et la remontée de l'inflation. Et en 2024, l'épargne comprend des recettes exceptionnelles, 2 recettes exceptionnelles qui ne se retrouveront pas sur 2025. La dotation de solidarité communautaire 2023 de 176 000 € encaissée sur 2024. La dotation filet de sécurité 2024 de 241 000 €, toujours pas notifiée d'ailleurs, qui doit venir compenser les charges énergie. En 2025, 3 facteurs viennent influencer l'épargne. Le versement d'une dotation de solidarité communautaire exceptionnelle de 158 000 €, une nouvelle augmentation de charges énergie de presque 100 000 € avec la fin de l'amortisseur et la mise en place de la taxe sur les déchets incinérés, plus 45 000. Nous avons donc un tableau avec la chaîne de l'épargne et nous voyons notre épargne en fin de tableau de 2018 à 2025. Ensuite, un autre tableau, un autre graphique. La baisse de l'épargne de gestion explique la perte de capacité d'autofinancement. Entre 2021 et 2023, l'annuité de la dette étant relativement stable sur la période. On constate en effet un effet ciseau de 2022 à 2023. Cet effet est lié à l'inflation et aux charges d'énergie. Comme le montre le graphique qui suit, en 2024, la maîtrise des charges de fonctionnement a permis de retrouver une croissance des produits supérieure à celle des charges hors intérêt. Et en 2025, on ne tient pas compte de la DSC exceptionnelle. L'épargne de gestion retrouve son niveau de 2021. Nous avons ensuite un tableau récapitulatif des montants des charges de fonctionnement avec les grandes masses qui nous concernent et les charges de fonctionnement en fin de tableau entre 2018 et 2025. Ensuite, un graphique sur les charges de fonctionnement et les charges à caractère général qui évolueraient de 6% en 2025 après avoir diminué de 10% en 2024. Ces fluctuations sont dues essentiellement à l'inflation et à la crise énergétique, plus 12% d'inflation entre 2022 et 2024. Et en 2025, les charges d'énergie, gaz, électricité, carburant, fuel représentent 21% des charges à caractère général, soit presque 600 000 €. Les charges à caractère général, entre 2024 et 2025,
Les évolutions notoires devaient être les suivantes. Des travaux à l'école de musique avec un remboursement de Power Communauté, des classes de mer, des fresques sur bâtiments communaux, des réensemencements de quai Rampuil avec une participation des Vieilles Charrues, des fluides, columbarium, des travaux liés à l'assurance suite à la tempête Ciaran, des travaux électriques liés à Ciaran, ou à l'épisode qu'on connaît, l'expo Histoire de la Bretagne et atelier, une étude pour le développement des ateliers de la gare. En charge de personnel, les principaux facteurs d'évolution entre 2024 et 2025 sont l'augmentation des cotisations patronales, l'augmentation du SMIC et la revalorisation des grilles, le glissement vieillesse-technicité, les remplacements de congés maladie, de congés maternité, les astreintes, la participation de l'employeur à la prévoyance, la création d'un poste supplémentaire aux espaces verts. Ce chapitre a fait l'objet d'une étude approfondie plus loin. Donc, au chapitre 14, atténuation de produits, le fonds de péréquation, le FPIC de 180 000 € recommence à augmenter. Et enfin, pour les charges de gestion courante, la subvention du Glenmore augmente de 55 000 € et des indemnisations sont versées aux commerçants suite aux travaux de la Grande Rue à hauteur de 28 000 €. Nous avons l'évolution des recettes de fonctionnement en tableau avec le montant des produits de fonctionnement sur les années 2018 à 2025. Au chapitre 70, le produit des services, diminution des remboursements des charges du personnel pour le Glenmore, 56 000 €. Des impôts et taxes, versement de la dotation de solidarité communautaire entre 2023 et 2024, plus 176 000 €. Et la DSC exceptionnelle de 158 000 € en 2025. Fiscalité locale, l'évolution de 144 000 € et l'évolution liée à l'évolution des bases fiscales et à l'instauration de la taxe sur les déchets incinérés. Les dotations, subventions, qui provient de la fin du filet de sécurité de 241 000 € perçus en 2024 pour compenser les charges énergie en 2023 et des compensations fiscales de 60 000 €. Des produits de gestion courante, des recettes ponctuelles, des loyers, remboursement d'assurance, atténuation de charges. Nous avons en point D l'évolution de la masse salariale avec la composition de la masse salariale et des agents. La ville de Carhaix compterait 124 agents titulaires, stagiaires et contractuels, dont 87 permanents. Nous avons l'évolution des charges du personnel en bas de tableau et enfin la pyramide des âges de nos agents. L'évolution des charges de personnel entre 2021 et 2022 s'explique principalement du fait du dégel du point d'indice. Les charges de personnel sont en partie compensées par des remboursements du budget annexe et de Power Communauté et les remboursements afférents au supplément familial de traitement au salaire des agents en arrêt maladie. Nous avons ensuite un tableau sur le financement de l'investissement, des dépenses d'équipement réalisées de 2014 à 2025. C'est une période assez longue, mais qui nous montre l'effort de la collectivité sur la période. Enfin, en page 11 toujours, le financement de l'investissement, la variation globale du résultat de clôture en 2025, et enfin le montant d'équipement brut estimé donc en 2025, et enfin les investissements 2025. Vous avez le tas des lieux détaillé avec la transformation et embellissement du centre-ville pour un peu plus de 2 millions €. La modernisation de la voirie et des réseaux, 835 000 €. Développement des équipements sportifs et de loisirs, 220 000 €. Donc c'est un état des lieux à 2025 où on viendra sur les projets 2026 après. Rénovation des bâtiments communaux, 680 000 €. Avec beaucoup de travaux achevés pour le bien-être, notamment des écoliers, des travaux beaucoup liés aussi à la sécurité dans les écoles, développement foncier, des acquisitions foncières pour un montant de 446 000 € et des acquisitions de véhicules, matériels, mobilier, aménagement paysager, le tout pour 4 726 529 €. Le financement des investissements en 2025, un emprunt de 1 million a été réalisé afin de financer les travaux d'aménagement du centre-ville. Le solde du financement est apporté par des subventions, un legs, les dotations aux amortissements et l'excédent de fonctionnement capitalisé.
L'analyse de la dette et du budget principal. Depuis 2017, les investissements réalisés sur le budget principal ont été intégralement autofinancés. L'encours de dette était donc en constante diminution. L'arrivée à échéance de plusieurs emprunts entre 2018 et 2022 a offert la possibilité de réaliser de nouveaux emprunts sans impacter l'annuité de la dette. Nous avons l'encours donc de notre épargne brute en 2025, et en fait, le capital restant dû. Le plan d'extinction globale de la dette, sans nouveaux emprunts en 2026, montre la baisse des remboursements à partir de 2026. Aujourd'hui, 97% de la dette de la collectivité est indexée à taux fixe. Les taux fixes pratiqués actuellement vont de 0,58 à 4,74%. Les taux remontent. Les emprunts souscrits en 2019, 2020 et 2022 l'étaient avec des taux de 0,68 à 0,688 et de 1,2%. En comparaison, les taux aujourd'hui proposés le sont plutôt à 3,5%. En partie 3, l'hypothèse de la prospective financière. Le programme pluriannuel d'investissement repose sur un projet politique municipal consistant en la réalisation d'un programme d'investissement raisonné au service des Carésiens, une gestion rigoureuse des achats, l'optimisation de la qualité des services et un recentrage des investissements sur les équipements communaux, voiries, écoles, équipements divers sur le territoire. Enfin, le contexte économique budgétaire de 2026, l'évolution des charges à caractère général. L'analyse prospective retient une baisse de environ 7% par rapport au précompte administratif 2025. Cette baisse est essentiellement liée à des dépenses ponctuelles qu'on ne retrouvera pas sur 2026. L'inflation est évaluée à 1,3% pour 2026. De nouvelles économies sont d'ores et déjà recherchées sur les charges de fonctionnement. Le montant de la projection est donc un montant maximum. L'évolution des charges de personnel. Les charges de personnel constituent le poste de dépense le plus important de la collectivité. La maîtrise de l'évolution du budget, ressources humaines, constitue donc un enjeu important dans la préparation du budget. Elle représente, fin 2025, 55,06% des dépenses de fonctionnement de la collectivité, contre 48,2% pour les communes de même strate, mais dans des configurations différentes, compte tenu de notre situation de commune centre rendant des services à tout un territoire. Les principaux facteurs d'évolution dont une partie reste à arbitrer pour 2025 sont les suivants. L'augmentation des cotisations employeurs de la Caisse nationale de retraite et de vieillesse, 90 000 euros. Le GVT, l'ancienneté, en fait, 20 000 euros. L'augmentation du SMIC, 16 000 euros. Les remplacements de congés maladie et maternité. Et ces charges sont compensées par des remboursements d'arrêt maladie, supplément familial, les compensations des budgets annexes et les contributions de mutualisation. Nous avons l'évolution des principaux concours. Elle représente 8,5% des charges de fonctionnement de la collectivité. Concernant les recettes de fonctionnement, l'évolution des recettes tient compte d'une diminution des compensations fiscales, on en a parlé tout à l'heure et on en reparlera, de taxes foncières industrielles de 230 000 euros. Les recettes intègrent la nouvelle taxe sur les déchets stockés ou incinérés par le CIRCOB, mise en place par le Conseil à partir de 2025. Et les produits de gestion sont en baisse du fait de la participation pour des travaux perçus en 2024, donc Vieille Charrue et Power Communauté, de remboursement d'assurance perçus suite à la tempête Ciarán et d'encaissement d'avoirs sur les factures d'électricité. Les recettes prévoient également une évolution moins dynamique de la compensation de la taxe d'habitation et des exonérations de la taxe foncière. Pour mémoire, cette compensation va augmenter de 9% en 2022 et de 6% en 2023. Le fonds de compensation de TVA, remboursement versé par l'État au titre des dépenses d'entretien de bâtiments, de la voirie, des réseaux payés et des prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage, serait supprimé à partir de 2026. Cette mesure représente une perte de recettes évaluée à 18 000 euros. Et enfin, la dotation globale forfaitaire devrait baisser également de 59 000 euros en 2026, bien que la commune ait été classée en ZRR. Vous avez donc les produits de fonctionnement attendus. Et enfin, l'autofinancement disponible. L'autofinancement est marqué par les mesures du projet de loi de finances 2026 et la nécessité de maîtriser les charges de fonctionnement.
En 2026, le montant des investissements que la collectivité pourrait réaliser sans emprunter est évalué à un peu plus de 1 500 000 €. La ville pourrait ainsi retrouver des marges de financement en optimisant l'utilisation de son bâti et en vendant des biens immobiliers. Nous avons donc un tableau récapitulatif avec une note en cours. Et enfin, sur les principaux projets d'investissement, je vais vous les lire de façon détaillée. Transformation et embellissement du centre-ville, un peu plus de 727 000 €. Donc, travaux d'aménagement du centre-ville et la rue des Martyrs, rue du Général de Gaulle, maîtrise d'ouvrage, 30 000 €. Démolition Maison Roland, donc maison à l'arrière de la mairie, 50 000 € pour dégager un espace de stationnement et de promenade. Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la place derrière la mairie, espace paysager, place de parking, 30 000 €. L'aménagement rue des Carmes, démolition de l'ancien bar, l'attraction rue des Carmes, 50 000 €. Création d'un commerce, boulangerie, rénovation dite Maison Rivier, rue Briseux, 240 000 €. Et rénovation aux 4 places de la mairie, Lambassy, pour 115 000 €. La préservation et mise en valeur de la maison Thomas, donc la plus ancienne maison de Carhaix et de Bretagne, sans doute, 100 000 €. Le Panthéon des Bretons, statue, 60 000 €. Aménagement place de la Tour de l'Auvergne, dessoussage, plantation enrobée, 12 000 €. Aide au ravalement de façade, 30 000 €. Et l'aide à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, 10 000 €. Modernisation de la voirie et des réseaux, 300 000 €. Donc, on n'a pas encore tout détaillé, mais il y a un travail qui est mené actuellement avec la commission qui s'occupe de la voirie. Donc, dedans, nous aurons la rénovation de l'éclairage public, l'effacement des réseaux, électricité, armoires, coffrets, luminaires, programme de voirie, réseau d'eau pluviale, installation de voirie, aménagement de sécurité, panneaux de signalisation, illumination et la défense incendie. Développement d'équipements sportifs et de loisirs, 100 000 €, de façon détaillée ultérieurement. Réfection de la toiture de la salle de tennis avec envisagé après étude des panneaux photovoltaïques. Réfection de la toiture de la salle omnisport. Installation de nouvelles aires de jeu. Rénovation de bâtiments municipaux, 160 000 €. Donc des travaux sur les toitures, École Boulevard de la République, réactualisation. Travaux sur des chaudières, donc pour notamment l'école ULA pour 30 000 €. La fin des travaux aux 10 places de la mairie, donc dédiés, un bâtiment dédié notamment à l'accompagnement pour la scolarité, 20 000 €. Travaux, fin de rénovation des éclairages halogènes, pour du LED au Glenmore, 50 000 €. Démolition des ruines de terrains qui nous appartiennent, rue des Clochettes, proximité de l'hôpital, 20 000 €. Et des études pour des travaux dans les églises, l'orgue aussi, qui mérite une attention. Études pour le statuaire de l'église de Plouguer, 10 000 €. En développement foncier, 884 000 €. Rachat foncier, établissement public foncier, EPF, 389 100 €. Remboursement des frais à l'établissement public foncier, 75 000 €. Maison Roland, 66 700 €. Ancienne boulangerie Le Gouerne, 150 000 €. Lambassy, 27 000 €. Rue des Carmes, l'attraction, 55 000 €. Rue de la Tour d'Auvergne, 66 000 €. Rue des Carmes, à nouveau, 23 000 €. Et l'acquisition rue des Clochettes, des maisons et des frais de bornage pour 60 000 €. Et enfin, en centre-ville, acquisition de la maison Bosson pour 100 000 € et des réserves foncières à prévoir pour 160 000 €. 200 000, pardon. Acquisition de véhicules, mobilier, matériel divers, aménagement paysager, 265 000 €. Sont essentiellement des achats de mobilier, aquaspeed, praticable, écran motorisé, des frigos, des jeux extérieurs, auto-laveuses, mobilier urbain, des panneaux, logiciels et matériel informatique. Vous connaissez les enjeux sur l'informatique et le changement de formule de Windows. L'aménagement paysager, plantation d'arbres, travaux sur les terrains de foot et réflexion du site internet. Donc, je l'ai dit, 265 000 € au total. Nous sommes sur un estimatif
projet d'investissement sans les reports de presque 2 500 000 euros. Et bien sûr, à tout ça seront adossées des subventions que nous allons solliciter. Merci Daniel. Peut-être pour préciser, avant que le débat s'ouvre, également, je vous l'ai dit en ouverture, que nous allons aussi donc solliciter le concours du président de l'Association des maires de France, M. David Lisnard. D'ailleurs, c'est demain jusqu'à jeudi le congrès des maires auquel on va se rendre. Vous avez peut-être lu déjà les articles dans la presse à ce sujet par rapport au projet de loi de finances 2026, qui est en débat aujourd'hui pendant plusieurs semaines à l'Assemblée nationale, avec des pertes de recettes extrêmement importantes dans ce projet de loi de finances pour la ville de Carhaix, mais aussi pour Pouvoir Communauté. Pour la ville de Carhaix, rien que sur l'année 2026, on aurait une perte de recettes fiscales de l'ordre de 352 000 euros. Donc j'ai écrit à M. David Lisnard pour appuyer, c'est aussi le cas bien sûr de tous les maires de France qui vont le faire, pour qu'il y ait vraiment une action entreprise par les parlementaires ensuite auprès du gouvernement. Donc, Monsieur le Président, je souhaite attirer votre attention sur les pertes de recettes que devrait subir la ville de Carhaix en 2026, suite au vote, au projet en tout cas, du vote de la loi de finances. Le projet de loi de finances, dans son article 31, prévoit en effet de diminuer de 25% la compensation de l'abattement des valeurs locatives des établissements publics industriels institués en 2021, avec comme conséquence directe de ne pénaliser que les collectivités locales où l'industrie est présente, ce qui est notre cas, puisqu'on a ici à Carhaix la chance, et par le travail fait par les différentes municipalités, énormément de zones économiques et une industrie florissante. Des territoires dont les populations, et ça a été dit par Daniel il y a quelques instants, sont souvent modestes. C'est le cas de la ville de Carhaix, dont la réduction de la compensation par l'État de l'abattement de 50% applicable aux valeurs locatives des locaux industriels, c'est un peu technique, mais les chiffres sont parlants, ainsi que la minoration des variables d'ajustement coûterait en 2026 à la commune de Carhaix 230 000 euros. À cette mesure viendrait s'ajouter le dispositif de mise en réserve forcée, donc le terme d'illico qui a été utilisé tout à l'heure, visant à corriger des anomalies du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités, dont la ponction serait pour Carhaix de 45 000 euros en 2026, qui viennent s'ajouter aux 230 000 euros cités précédemment. La loi de finances, on n'en est pas au bout, la loi de finances prévoit aussi une diminution pour Carhaix de ses dotations. La dotation globale forfaitaire, la DGF, baisserait de 59 000 euros et la fin de la dotation du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement ferait perdre à Carhaix 18 000 euros chaque année à nouveau à compter de 2026. L'ensemble de ces mesures ferait perdre à Carhaix 350 000 euros de recettes annuelles, soit plus de la moitié de son épargne nette moyenne, ne lui permettant plus ou peu d'investir. Déjà, depuis 2013, les dotations forfaitaires de l'État ont diminué de plus de 600 000 euros par an pour la ville de Carhaix, qui viennent s'ajouter aux 352 000 euros pour la seule année de 2026, soit une perte de plus de 950 000 euros annuellement. Concrètement, ces ponctions fragilisent la capacité d'investissement des communes et intercommunautés qui se voient contraintes de reporter ou d'annuler certains projets essentiels, travaux de voirie, réhabilitation de bâtiments publics ou d'équipements culturels et sportifs. Cette contraction de l'investissement public va se répercuter évidemment directement sur le tissu économique local, en particulier sur les entreprises du BTP, les artisans et les prestataires de services qui dépendent des marchés communaux. Nous souhaitons donc que l'Association régionale des maires de Bretagne, que ce sujet soit ouvertement porté dans les discussions nationales entre l'État et l'AMF. Pour précision, on a calculé, puisqu'il y a le chiffre de l'année, donc c'est ce 352 000 euros pour 2026, mais en réalité, on a essayé de regarder, c'était cet après-midi, malgré un communiqué que j'ai transmis au Télégramme, mais je pense qu'il y aura toujours moyen de le corriger, puisqu'on va reprendre les vrais chiffres désormais, ou les chiffres sur plusieurs années, puisque au total, sur les 6 dernières années, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu le chiffre, la perte de recettes fiscales par an pour la ville de Carhaix, c'est 2 millions d'euros. Voilà, ce qu'on a perdu, ce qu'on perd aujourd'hui chaque année. Alors ça s'explique comment ? Il y a eu une réforme de la taxe foncière il y a 5 ans. C'était une partie de la taxe foncière départementale, la part carhésienne, qui aurait dû être versée à Carhaix et qui a été versée en réalité dans une caisse de péréquation hexagonale de l'ordre de 870 000 euros, arrondissant à 1 million. Ce million d'euros n'a jamais été perçu et se rajoute donc à la fiscalité perdue ces dernières années, soit donc 350 000 euros en 2026, et aussi 600 000 euros de dotation globale forfaitaire qui a diminué en cas du redressement des finances publiques, soit au total près donc de 2 millions d'euros de perte de recettes fiscales pour la ville de Carhaix annuellement. Donc vous calculez tous les ans, vous mettez ça sur 10 ans, ça fait 20 millions d'euros que la ville de Carhaix ne perçoit pas, alors même qu'elle aurait été bien sûr en capacité de continuer à améliorer ses services, mais également à investir pour l'avenir. Donc évidemment, c'est une situation qui nous est extrêmement préjudiciable et on demande au gouvernement d'agir pour faire en sorte que cette disposition de la loi de finances soit supprimée. En tout cas, c'est le souhait que moi je fais. On ne demande pas à participer à ce redressement, soi-disant, des comptes de la nation. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine des 3 400 milliards d'euros de dette.
Moi, en tout cas, je n'avais pas le sentiment d'y avoir participé. Vous non plus, j'imagine. Moi, je crois qu'il est temps que l'État balaye devant sa porte et qu'il donne aussi de l'autonomie fiscale aux collectivités, dont à la région et aux collectivités locales, pour bien gérer leurs communes, ce qui est le cas ici, parce que la gestion est saine. Malgré tout cela, la gestion reste saine, parce qu'on s'adapte en permanence. On fait en sorte d'avoir un investissement conséquent, des services quand même performants. Les services à la population sont des bons services. Mais imaginez ce dont on pourrait à la fois peut-être baisser la fiscalité ou encore améliorer ses services et améliorer ses investissements si on pouvait percevoir ces sommes qui sont aujourd'hui de près de 2 millions d'euros de recettes fiscales, de pertes pour la ville de Carhaix. Alors pour Pouvoir Communauté, je l'ai mentionné aussi dans mon communiqué, c'est la même chose pour Pouvoir Communauté, puisque Pouvoir Communauté, elle perdrait sur l'année 2026 une somme colossale de 600 000 euros, donc qui lui serait prélevée. Donc des dotations, des diminutions de dotations qui ne lui seraient pas versées. Et donc, Pouvoir Communauté perdrait également 600 000 euros. Donc, c'est des sommes extrêmement importantes qui te semblaient importantes aussi de vous communiquer pour vous dire que la situation reste saine, mais on aurait pu avoir beaucoup plus d'argent pour agir encore plus pour les Carhésiennes et pour le territoire de Pouvoir Communauté. Donc, ce courrier partira bien sûr demain pour faire en sorte d'alerter l'ensemble des maires de la situation particulière. Je crois qu'il y a également Quimper, vous avez peut-être vu des articles sur ce sujet. Hein. Quimper, c'était 1,7 million, je crois. De pertes entre la ville de Quimper et Quimper Communauté. Loudéac également, de l'ordre d'1,5 million d'euros, je crois. 1 million, c'est ça, Daniel ? 1,5 million aussi pour Loudéac. En fin de compte, c'est des territoires très industriels qui sont frappés ce coup-ci. Donc ça nous amène forcément à revoir totalement nos dispositifs et nos charges générales de fonctionnement. Un travail colossal qui va avoir effectué en très peu de temps, puisque la loi de finances n'est pas encore votée, le budget de l'État n'est pas encore voté, qu'il faut que nous, on anticipe sur l'année 2026, qui est dans 1 mois et demi. Donc, donner 1 mois et demi à des collectivités pour se retourner, alors même vous connaissez le système de l'air du navire, hein, un navire, quand il est sur l'eau, pour l'arrêter, il faut quand même quelques kilomètres. Quand même. Ici, pour rechanger, modifier certains types de services et de charges de fonctionnement en général, ça ne va pas être simple. Mais en tout cas, c'est la contrainte qui nous est faite aujourd'hui par le gouvernement. Donc il faudra qu'on s'y attelle, aussi bien à la ville de Carhaix qu'à Pouvoir Communauté. Voilà l'information que je voulais vous donner. Sur le débat d'orientation budgétaire, je ne sais pas s'il y a des questions et des remarques, des sujets à aborder. On est tous d'accord, je crois qu'on gère bien les choses et les projets se réalisent les uns après les autres. Eh bien, on va pouvoir poursuivre l'ordre du jour, si vous voulez bien, par une décision modificative numéro 2 pour le budget assainissement. Daniel Cotten. Oui. En section de fonctionnement, il faudra ajouter 7 000 euros de crédit au chapitre 12, au compte 62-18, autres personnels extérieurs. Afin d'équilibrer le budget en section de fonctionnement, il est proposé de diminuer en dépenses de fonctionnement le compte 618 divers du même montant. Vous avez donc le tableau sur la section de fonctionnement. Et ensuite, il vous a donc proposé de bien vouloir approuver cette décision modificative numéro 2 du budget assainissement. Merci Daniel. Il y a des questions et des remarques ? On peut adopter. Pas de vote contre, abstention, unanimité. J'ai oublié de dire un mot sur le débat d'orientation budgétaire concernant aussi le CNM pour le Brace Park, en ajout du débat d'orientation budgétaire. Hein. Suite aux réunions avec la région, le département et les services de l'État sur le devenir du Brace Park, les aménagements réalisés à Kérampule, un programme de travaux, vous savez, a été envisagé. Ce sera le cas de... Parce qu'on n'a pas aujourd'hui les sommes, donc du coup, on fera une décision modificative en cours d'année. Donc plusieurs réunions ont eu lieu avec les principaux utilisateurs du site, les Charrues, Motoculteurs, la SCP, afin de s'assurer que ce qui est envisagé soit utile à tous et surtout mutualisé et permette à chacun de pouvoir en bénéficier. Donc les travaux sont en cours de chiffrage, ainsi qu'un dossier de demande de subvention au Conseil national de la musique. Et donc, la demande de subvention porterait sur une somme de 500 000 euros. D'autres demandes de subvention sont l'étude auprès de l'État, de la région et du département. Et le reste à charge devrait être pris en charge par la commune et par les associations, en tout cas par l'association des Charrues, qui est d'accord de participer au coût de ces investissements. Donc voilà, juste pour vous le signaler. Numéro 5 sur le budget de l'eau. Oui, donc en section de fonctionnement, il faut ajouter 7 000 euros de crédit au chapitre 12 au compte 62-18, autres personnels extérieurs, et 1 000 euros de crédit au chapitre 11 au compte 65-18,
autres redevances pour concession. Afin d'équilibrer le budget en section de fonctionnement, il vous est proposé de diminuer en dépenses de fonctionnement le compte 618 divers de 8 000 euros. Et en section d'investissement, il faut enlever 1 000 euros sur les crédits, sur les comptes 2156 matériel spécifique et 203 frais d'études du chapitre 40, opération d'ordre de transfert, car les crédits qui étaient prévus étaient déjà prévus au chapitre 41. Donc vous avez les tableaux s'y afférents. Merci Daniel. Des questions? On peut adopter, des votes contre, des abstentions, unanimité. Festival du livre, Serge Couteler. Donc, chaque année, à l'occasion du Festival du livre en Bretagne, qui se déroule fin octobre, la ville de Carhaix et le centre culturel breton Egin décernent le prix du roman de la ville de Carhaix et le prix de la nouvelle en langue bretonne. Le prix du roman a été créé en 1999. Les auteurs nominés doivent résider dans l'un des 5 départements bretons où y avoir des attaches. Les romans sélectionnés doivent être écrits en langue française et avoir été édités par un éditeur entre le 1er avril de l'année antérieure et le 31 mars de l'année de remise de prix. Il ne peut s'agir ni de réédition ni de compte d'auteur. Le jury est composé de 9 à 13 personnes, nommées conjointement par la municipalité de Carhaix et le centre culturel breton Egin. La remise des prix a eu lieu lors du Festival du livre qui s'est déroulé le 25 et 26 octobre à l'espace Glenmore, en présence du jury et des lauréats. Chaque lauréat se voit attribuer un chèque de 1 500 euros. Cette année, le prix du roman a été décerné à Marie Van Tras pour son roman « Les âmes féroces ». Et le lauréat du prix de la nouvelle en breton est Pascal Anintanf pour sa nouvelle parue dans le recueil Bédou Neves. Le dossier a été présenté lors de la commission des finances réunie le mardi 4 novembre. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'attribution de l'indemnité de 1 500 euros aux 2 lauréats ci-dessous cités. Merci Serge. Il n'y a pas de questions, de remarques? On peut adopter, des votes contre, des abstentions, unanimité. Toujours Festival du livre, mais pour le prix du roman et la nouvelle en breton. Oui, pardon, subvention exceptionnelle pour Chantecorps. Chantacor, pardon. Ben vas-y, Serge, si tu l'as sous les yeux. Donc l'association Chantacor sollicite la commune afin d'obtenir une subvention pour acheter des t-shirts de marins pour sa chorale qui intervient lors des fêtes locales. Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 4 novembre. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle de 250 euros à l'association Chantacor. Merci Serge. D'accord. Thomas fait partie de la chorale Chantacor. Donc on va pouvoir voter. Je crois qu'il va juste symboliquement quitter la salle. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité. On peut dire à M. Thomas qu'on peut revenir. Des affections et des déclassements de la parcelle rue Dr Mingui. C'est Hervé Philippe qui rapporte. Oui, dans le prolongement des travaux de voirie réalisés rue du Dr Mingui, il a été décidé de réaliser un parking à proximité pour répondre aux besoins des usagers du secteur. Afin d'aménager ce parking, il était indispensable d'obtenir l'accès appartenant au propriétaire de la parcelle AO 349. Sans cette partie de terrain, l'aménagement réalisé n'aurait pas pu aboutir alors que celui-ci est d'intérêt public. Vous avez les plans. Des terrains appartenant de fait au domaine public de la commune, cadastrés section AO 348 d'une surface de 39 m² et AO 6 pour une surface de 1 m², situés rue du Docteur Mingui à Carhaix-Plouguer, ont cessé d'être affectés à l'usage direct du public. En effet, il était souvent vacant, le parking n'étant pas utilisé au maximum de ses capacités. Conformément à l'article L 2141-1 et L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, un bien relevant du domaine public ne peut être déclassé que s'il fait l'objet d'une désaffection. Cette désaffection étant constatée, il convient donc de procéder au déclassement des terrains subventionnés pour les intégrer au domaine privé de la commune. Cette opération permettra, le cas échéant, leur cession ou leur utilisation à d'autres fins non liées à un service public. Le dossier a été présenté à la commission urbanisme réunie le 5 novembre. Il est demandé au conseil municipal de constater la désaffection des terrains communaux AO 348 d'une surface de 39 m² et AO 6 pour une superficie de 1 m²,
situés rue du Docteur Mangui à Carré-Plouguer, lesquels ne sont plus utilisés ni affectés à un usage public. Prononcer le déclassement des terrains précités du domaine public communal afin de les intégrer au domaine privé de la commune, conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques. Dire que ces terrains pourront faire l'objet à l'avenir de toute disposition relevant de la gestion du domaine privé. Charger Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération, notamment de procéder à toute formalité nécessaire, publicité, modification cadastrale, etc. Merci Hervé. Vous avez des questions? Ça a été vu par la commission d'urbanisme. Donc il n'y a pas de remarques, des votes contre, des abstentions, unanimité. La cession d'un bien à 17 rue Ernest Renan. La commune de Carré a acheté le bien situé au 17 rue Ernest Renan, parcelle cadastrée AB76 en 2020, à un montant de 15 000 €, dont l'objectif de le réhabiliter. Les travaux n'ayant pas eu lieu à ce stade, le bien s'est dégradé. Un acquéreur se propose de réhabiliter ce bien en le rachetant à 10 000 €, étant donné un montant estimatif de travaux de l'ordre de 200 000 €. La maison a été estimée en mai 2025 par le pôle domanial des services de l'État à une valeur de 21 000 €, plus ou moins 10%, soit 18 900 € au plus bas. Cependant, comme évoqué précédemment, la maison, qui est en réalité une ruine, n'a plus de toiture et est recouverte partiellement par la végétation. Les mois passant, l'eau a continué à s'infiltrer et la maison se dégrade. Il est donc proposé de déroger à l'avis des domaines et de saisir l'opportunité qui se présente avec ce particulier qui souhaite racheter le bien afin qu'il le réhabilite et en fasse plusieurs logements. Et ce, d'autant plus qu'aucun autre porteur de projet ne s'est manifesté, si ce n'est ce particulier. Il s'agit donc d'une occasion unique de voir ce bien être réhabilité et mis en valeur. De plus, le projet est clairement d'intérêt général car il va permettre la création de petits logements proches du centre-ville et de ses commodités, alors qu'une étude préopérationnelle menée dans le cadre de l'OPA RU de Carré indique justement que les petits logements en location manquent sur le territoire. La ville va ainsi avoir des logements supplémentaires sur son territoire pour les futurs habitants. La réhabilitation de cette ruine participera également à l'embellissement de la ville et sa revitalisation. En contrepartie, il sera demandé aux acquéreurs de réaliser au moins 2 logements dans la bâtisse. Réaliser des logements de petite taille, maximum T3. Mettre au moins l'un des logements en location pendant 5 ans. Réaliser un projet qualitatif qui mettra en valeur le caractère vernaculaire de la maison. Ces contreparties seront intégrées dans l'acte de vente dont le projet est en annexe. Une visite de contrôle de la commune sera prévue dans un délai de 3 mois après l'achèvement des travaux afin de vérifier que ces contreparties ont bien été respectées. En cas de non-respect des contreparties, une pénalité financière sera appliquée d'un montant de 11 000 €, soit une somme permettant d'atteindre la valeur vénale réelle estimée du bien. À noter qu'il existe 2 servitudes de passage sur ce terrain afin de permettre à 2 riverains d'accéder à leur propriété. Ces servitudes sont une contrainte pour le futur acquéreur qui en a connaissance. Le point a été présenté en commission urbanisme le 24 septembre 2025. Il est demandé au conseil municipal de valider la cession de la maison et 506 m² de terrain pour un montant de 10 000 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente et à procéder à toute démarche et procédure nécessaires. Merci Hervé. Vous avez des remarques? C'est une belle opportunité, hein. Donc si on peut adopter. Pas de vote contre, d'abstention, unanimité. On poursuit. Toujours dans la même zone, le riverain jugeant le 17 rue Ernest Renan souhaite acheter le petit appentis situé sur la parcelle AB76 appartenant à la commune et qui est mitoyen à sa maison d'habitation. L'acquéreur du 17 rue Ernest Renan est tout à fait d'accord pour que le riverain reprenne cette partie du terrain. Le montant pour l'acquisition de cet appentis et de l'espace devant l'appentis jusqu'à la route d'une surface de 11 m² et de 40 € le mètre carré, selon l'avis des domaines en date du 26 mai 2025. Le point a été présenté en commission d'urbanisme le 24 septembre 2025. Il est demandé au conseil municipal de valider la cession de l'appentis et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente et à procéder à toute démarche et procédure nécessaire. Merci Hervé. Vous avez des questions? Non, on peut adopter. Des votes contre, abstention, unanimité. Hervé, peut-être à nouveau. Une étude notariale a été sollicitée par la société Enedis afin d'établir un acte notarial relatif à l'implantation d'installations électriques sur une parcelle appartenant à la commune. La parcelle cadastrée section AM numéro 393, située boulevard Jean Moulin à Carhaix. Une convention sous seing privé a été conclue entre la commune et Enedis. Cependant, elle n'a jamais été régularisée de manière authentique. Cette convention implique la mise en place d'une servitude sur une bande de 3 mètres de large pour une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 70 mètres.
Par cette convention, la commune autorise Enedis à faire pénétrer sur sa propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. À la demande d'Enedis et à ses frais exclusifs, il convient désormais de procéder à la régularisation administrative et juridique de cette opération par la signature d'un acte authentique. Le point a été présenté en commission d'urbanisme le 5 novembre 2025. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette convention et d'habiliter Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à l'aboutissement de la procédure. Merci Hervé. Des questions? Pas adopté. Des votes contre? Abstention? Unanimité? Merci. Poursuit par une deuxième délibération concernant Enedis. Toujours la même chose, une convention de servitude avec Enedis. Une étude notariale a été sollicitée par la société Enedis afin d'établir un acte notarial relatif à l'implantation d'installations électriques sur 2 parcelles appartenant à la commune. Les parcelles cadastrées section A 1074 et A 1611. Cette convention implique la mise en place d'une servitude sur une bande de 3 mètres de large pour 2 canalisations sur une longueur totale d'environ 90 mètres. Par cette convention, la commune autorise Enedis à faire pénétrer sur sa propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Une convention sous seing privé a été conclue entre la commune et Enedis, cependant elle n'a jamais été régularisée de manière authentique. À la demande d'Enedis et à ses frais exclusifs, il convient désormais de procéder à la régularisation administrative et juridique de cette opération par la signature d'un acte authentique. Le point a été présenté en commission d'urbanisme le 5 novembre 2025. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'habiliter Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à l'aboutissement de la procédure. Merci Hervé. Vous avez des questions et des remarques? Non, on peut adopter. Des votes contre? Abstention? Unanimité? On poursuit par Jacqueline, je crois. Ça concerne les tarifs de l'eau et de l'assainissement collectif, et en particulier la part collectivité, qu'on appelle aussi la surtaxe, donc pour l'année 2026. Alors, pour rappel, la facture d'eau et d'assainissement collectif comprend différents éléments, une part revenant aux fermiers, une part revenant à la collectivité, qu'on appelle la surtaxe, une part de redevance publique qui est destinée à l'agence de l'eau, ainsi que la TVA. Et que ce soit pour l'eau potable ou pour l'assainissement, la part fermière et communale se décompose en 2 parties. Un abonnement, l'abonnement qui est la partie fixe, et une part proportionnelle au nombre de mètres cubes consommés ou à la pollution rejetée. Étant donné le contexte économique général, il est proposé concernant la part communale, donc la surtaxe, des services eau et assainissement pour l'année 2026, de conserver les tarifs 2025 selon les éléments ci-après. Donc, concernant la surtaxe budget eau 2026, donc je rappelle que la TVA est à 5,5. Donc vous avez la part fixe, vous avez un tarif de part fixe qui est un tarif semestriel qui est applicable aux clients selon le diamètre du compteur. Donc vous avez un tableau avec les différents diamètres et le montant donc, qui s'y réfère. Donc il n'évolue pas par rapport à l'an passé. De la même façon, pour la part proportionnelle, donc, qui est la consommation d'eau en mètres cubes, pour tous les clients, il existe des tranches et les montants qui restent identiques à l'an passé. Concernant la surtaxe budget assainissement 2026, là, la TVA qui s'applique est d'un montant de 10%. La part fixe pour l'abonnement, c'est pareil, c'est un abonnement semestriel à 23,06 €, identique à celui de l'an passé. Et la part proportionnelle qui est liée à la consommation en mètres cubes ou liée au volume rejeté en mètres cubes, pour les usagers qui, eux, sont sous convention. Alors, pour tous les abonnés, le montant est de 0,6468 € hors taxe du mètre cube. Et un coefficient de dégressivité qui s'applique sur les volumes comme l'an passé. Il n'y a pas de changement. Hein, c'est exactement les mêmes délibérations. Donc les autres tarifs, c'est le dépotage et le traitement des matières de vidange. Donc ça, c'est pour l'assainissement non collectif, à 5,16 € hors taxe du mètre cube. Il y a aussi un tarif pour la réception, la déshydratation, l'hygiénisation et la valorisation des boues liquides issus de stations d'épuration qui sont issues de communes extérieures à Carhaix, pour un montant de 5,20 € hors taxe du mètre cube. Donc ce dossier a été présenté en commission finances le 4 novembre et les membres du conseil sont invités à se prononcer sur cette proposition de tarif eau et assainissement collectif pour l'année 2026. Merci Jacqueline. S'il y a des questions, on peut adopter. Des votes contre, des abstentions?
Contre ou abstention, Thomas? J'ai pas entendu. 2 contre. Contre. 2 contre. Merci. L'eau potable, Jacqueline? Alors là, c'est l'adoption du tarif du supplément au prix de l'eau relatif à la redevance Agence de l'eau Loire-Bretagne pour la performance des réseaux d'eau potable 2026. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-2 à L. 2224-12-4, vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 213-10, 4 et 5, et article D. 213-48-12, 1, D. 213-48-12, 2 à 7 et D. 213-48-35-1 dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2026. Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 modifié relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau, vu l'arrêté du 10 juillet 96 relatif aux factures de distribution de l'eau modifiées dans sa version applicable au 1er janvier 2025, vu la délibération 2025-117 du 3 juillet 2025 relatif à l'instauration des tarifs et des taux de redevance pour le 12e programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'AELB, 2025-2030, et saisine du comité de bassin pour avis conforme, et notamment ses articles 2, 4 et 2, 5, vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d'eau potable passé entre la ville de Carhaix et Veolia, entré en vigueur le 1er janvier 2017, et notamment son article 56 relatif au recouvrement et au reversement de la part collectivité, considérant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est maintenue, mais que les redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte ont été remplacées depuis le 1er janvier 2025 par la redevance sur la consommation d'eau potable et par 2 redevances pour performance des réseaux d'eau potable d'une part et des systèmes d'assainissement collectif d'autre part, considérant que la redevance pour performance des réseaux d'eau potable est calculée selon la formule suivante. Donc c'est un volume d'eau en mètres cubes, volume d'eau potable facturé donc en mètres cubes en année civile N, fois un taux de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en euros hors taxe du mètre cube, également de l'année N, multiplié par un coefficient de modulation de l'année N-2, et qui est compris entre 0,2 et 1. Donc ce coefficient de modulation est lié aux performances du réseau d'eau potable de la ville de Carhaix. Et il est calculé tous les ans. Et que cette redevance est facturée par l'agence de l'eau aux communes ou à leurs établissements publics compétents pour la distribution publique de l'eau qui en sont les redevables. Le tarif de base est fixé par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Le montant applicable est modulé en fonction de la performance des réseaux d'eau potable de la collectivité compétente pour la distribution publique de l'eau. Donc c'est toujours Carhaix, puisque le transfert de compétences n'a pas été opéré. Il est égal au tarif de base de l'année N multiplié par un coefficient de modulation calculé par rapport aux performances de l'année N-2, compris entre 0,2, qui est l'objectif de performance maximale atteint, et 1, qui est l'objectif de performance minimale non atteint. Il n'y a pas d'abattement de la redevance dans ce cas. L'assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l'année civile N, on l'a dit tout à l'heure. L'agence de l'eau facture cette redevance à la commune ou à l'établissement public compétent au cours de l'année civile qui suit, c'est-à-dire l'année N+1. La contre-valeur de la redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendue et doit faire l'objet d'une individualisation sur la facture d'eau. Considérant que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a fixé le tarif de la redevance pour performance des réseaux d'eau potable à 10 centimes d'euros hors taxe du mètre cube pour l'année 2026, considérant que le coefficient de modulation 2026 de l'entité de gestion de Carhaix-Plouguer est estimé à 0,2 selon les critères définis par l'Agence de l'eau et les données de performance de 2024, et considérant le faible taux d'impayé constaté pour l'eau potable, la redevance performance eau potable 2026 sera donc égale à le volume en mètre cube d'eau facturé fois 0,02 € hors taxe du mètre cube. Considérant qu'il convient de fixer le tarif du supplément au prix du mètre cube d'eau vendu précédé, considérant qu'il appartient au délégataire de l'eau potable de facturer et d'encaisser auprès des usagers ces suppléments au prix du mètre cube d'eau vendu et de reverser à la commune les sommes encaissées à ce titre dans le cadre du contrat et du mandat d'encaissement, considérant que le supplément au prix constitue un élément du prix du service public de l'eau potable doit donc être assujetti à la TVA au taux en vigueur, considérant que conformément aux instructions de la direction de la législation fiscale,
Le reversement à la collectivité des sommes encaissées par le concessionnaire au titre de ce supplément de prix intègre nécessairement l'assiette de la TVA en tant qu'élément du prix du service de mise à disposition des infrastructures délivrées par la commune ou le PCI au délégataire privé. Il doit être assujetti, comme le reversement de la part collectivité, au taux normal de TVA de 20%. Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 4 novembre. Il est donc proposé aux membres du Conseil de fixer à 0,02 € hors taxe du mètre cube le supplément au prix du mètre cube vendu correspondant à la contre-valeur de la redevance pour performance des réseaux d'eau potable devant être répercuté sur chaque abonné du service public d'eau potable applicable à compter du 1er janvier 2026 et de demander que ce supplément au prix soit facturé et encaissé auprès des abonnés au service public de l'eau potable et reversé à la collectivité par le délégataire Veolia dans le cadre du contrat en vigueur. C'est limpide, je pense, tout le monde. Ben, Je pense qu'il y aura un regard noir si quelqu'un pose une question spécifique sur la technique de calcul. Ben, ce qui est Je crois que lapide, c'est Jacqueline la pourrait formule, quoi. C'est la formule, Qui est très simple à comprendre, elle Jacqueline. synthétise les choses. La formule est très simple à comprendre, me dit Jacques. Et la formule dépend notamment de l'agence de l'eau qui fixe un taux, et elle dépend du coefficient de modulation qui dépend de la qualité du réseau d'eau potable de la ville de Carhaix. Là, c'est clair. Ça Voilà. veut dire que le travail que tu as effectué, Jacqueline, pour ce réseau, permet d'avoir un bon coefficient. Ben, on a le meilleur coefficient, on est à 0,2. Voilà, et le moins bon, Voilà le travail c'est qui paye. 1. Donc voilà, les usagers payeront moins, Parce mais il qu'on faut a fait qu'on le reste travail. performant. Voilà, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Ah, merci. C'est bien de le préciser, ouais. Merci, Jacqueline. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de remarques? On peut adopter des votes contre, abstention, donc 2 contre. On poursuit par l'assainissement, Jacqueline? Alors c'est un peu le même... Tu n'as pas besoin de tout reprendre. Hein, Voilà, je vais passer directement au 8e alinéa. Considérant que la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée comme suit, donc là c'est le volume en mètres cubes assujetti, l'année civile N, fois, pareil, le taux fixé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en euros hors taxe du mètre cube pour l'année N, multiplié par un coefficient de modulation qui dépend aussi de la qualité de notre système d'assainissement, qui lui est calculé sur l'année N-2. Et ce taux est compris entre 0,3 et 1. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui s'est dit tout à l'heure. Donc on va en arriver directement au calcul un peu plus bas, là, la redevance performance du système d'assainissement collectif pour la ville de Carhaix en 2026. Donc ce sera le volume assujetti en mètres cubes fois le taux de l'agence de l'eau qui est de 0,28 fois le coefficient de modulation pour le système d'assainissement de la ville de Carhaix qui est de 0,325. Ce qui va faire une formule qui sera volume assujetti fois 0,091 € du mètre cube. Et je vous passe donc de la même façon que tout à l'heure, c'est le même laïus. Hein. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer à 0,091 € du mètre cube hors taxe le supplément au prix du mètre cube facturé aux usagers de l'assainissement collectif correspondant à la contre-valeur de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif devant être répercuté sur chaque usager du service public d'assainissement collectif applicable à compter du 1er janvier 2026. Et de demander que ce supplément au prix soit facturé et encaissé auprès des abonnés du service public de l'assainissement collectif et reversé à la collectivité par le délégataire Veolia au travers du contrat en vigueur. Ce qu'on peut dire là aussi, c'est que notre coefficient, bon, il n'est pas à 0,3 tout à fait, là, puisqu'il est à 0,325, mais on est quand même relativement plutôt bien placé. Voilà. Merci à nouveau, Jacqueline. Des remarques ou des questions? On peut adopter des votes contre, donc 2 contre. On poursuit par l'assainissement collectif toujours, Jacqueline? Alors c'est une convention de raccordement des eaux usées de la société MITI au réseau d'assainissement collectif de la ville de Carhaix. Une convention de déversement des eaux usées d'établissements pêcheurs de saveurs implantés sur la commune de Saint-Arnin au réseau d'assainissement et à la station d'épuration de Moulins-Ezec a été signée en 2019 pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2019. À ce jour, cette convention est arrivée à échéance et la raison sociale de l'entreprise et ses activités ont évolué. Pêcheurs des saveurs ayant été rachetés en 2024 par Guyadère, puis en 2025 par la société MITI, qui est filiale de Cité Marine à Kervignac.
et avec arrêt de l'activité d'andouillerie. Une nouvelle convention doit donc être établie en concertation avec l'industriel, la collectivité et le délégataire. Elle tient compte principalement du courrier du 1er avril 2025 donnant acte à la société MITI de Saint-Hernin, de la déclaration de changement d'exploitant, des activités inscrites au registre des installations classées, c'est-à-dire la fabrication de plats préparés à base de produits de la mer et de produits d'origine végétale. Les paramètres et les flux de rejet autorisés lors de la précédente convention sont revus pour s'adapter aux nouvelles activités et aux volumes journaliers maximaux autorisés. La nouvelle convention qui est présentée en annexe intègre également des engagements mutuels nécessaires pour assurer les bonnes conditions de refoulement des eaux usées au réseau public de la ville de Carhaix par le poste de Goaz-Argornan, et en cas de manquement de l'industriel sur la qualité des effluents rejetés, des modalités de participation de l'industriel aux frais de curage de la conduite. Donc cette convention sera également conclue pour une durée de 5 ans. Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 4 novembre. Et donc il est proposé aux membres du Conseil de bien vouloir approuver cette convention à intervenir entre la commune, l'entreprise MITI et la société fermière, et de autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et toute pièce y rapportant. Merci, Jacqueline. J'ai eu l'occasion de le dire aussi lors de l'inauguration de la très belle cantine-garderie de Clédin samedi. La solidarité qu'exerce la ville de Carhaix à l'égard des communes rurales, mais aussi dans l'intérêt global, et celui de pouvoir communauté pour le maintien et le développement de l'emploi sur le territoire, puisque on a tiré 2 tuyaux de l'ordre de 10 km de long de la station d'épuration de Carhaix, qui est communale, vers des entreprises qui ne sont pas sur le même territoire, qui sont des communes à part entière et à part comme Clédin et Saint-Hernin, pour faire en sorte qu'on puisse maintenir l'emploi et le développer. C'était un choix qu'on avait fait à un certain moment, alors qu'il n'y a pas de transfert ni de l'eau, de l'assainissement en compétences à pouvoir communauté, mais il n'y avait aucune obligation de la part de la ville de Carhaix d'aller dans ce dispositif, c'est-à-dire d'aller vers la construction de ces réseaux vers les 2 communes de Saint-Hernin et Clédin, mais on l'a fait de bon cœur, au nom de l'emploi et du maintien de l'économie locale et son développement. Et bien nous a appris, puisque ça fait quoi, une dizaine d'années pour que les tuyaux ont été, quinzaine d'années même En 2014-2015. 2015, ça fait une dizaine d'années. Et aujourd'hui, donc, la reprise par MITI du site, ce qu'on appelait la Youn, le Youinou dans le temps, a amené à une création d'emplois extrêmement conséquente. Donc, je ne connais pas le chiffre exactement, mais je sais que c'est pas l'heure d'une trentaine, je crois, Jacqueline, de création d'emplois en plus de ce qui existait déjà. Donc il y a un vrai développement aujourd'hui de cette société par le fait qu'on ait conforté l'activité industrielle. Voilà, juste pour le dire. C'est bien de le préciser une fois de temps en temps aussi, que cette solidarité s'exerce aussi fortement de la part de la ville de Carhaix à l'égard des autres communes du territoire, tout particulièrement dans le domaine économique. S'il y a des questions, des remarques, on peut adopter. Des votes contre, abstention, unanimité. On poursuit concernant le pôle laitier, Jacqueline. Donc, c'est une convention relative à la sécurisation de l'alimentation électrique du poste de refoulement des eaux usées du pôle laitier. Les installations industrielles du pôle laitier et le poste public de refoulement des eaux usées sont alimentées à partir de 2 réseaux électriques différents. En cas de coupure électrique du seul réseau alimentant le poste de refoulement public, il existe un risque pour la ville et son exploitant Veolia de ne plus être en mesure d'évacuer les effluents usés issus des installations industrielles toujours en fonctionnement, et par voie de conséquence de causer potentiellement l'arrêt de la production industrielle. Pour pallier ce risque, la solution la plus fiable et la plus économique envisagée consiste à raccorder en secours potentiel le poste de pompage public aux installations électriques du site industriel pour garantir un fonctionnement cohérent. Les travaux devant être exécutés essentiellement sur les terrains du site industriel, il est proposé que Nutribaby fasse réaliser les travaux de connexion et de pose des réseaux en concertation avec la ville de Carhaix et l'exploitant Veolia, et que la ville verse une participation industrielle à hauteur du montant des travaux effectués. Les modalités sont détaillées dans la convention qui est en annexe, et le dossier a été présenté également en commission des finances le 4 novembre. Il est proposé aux membres du Conseil de bien vouloir approuver cette convention à intervenir entre la commune Nutribaby et autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et toute pièce y rapportant. Merci Jacqueline. Là aussi, un pôle laitier extrêmement important, puisque aujourd'hui, il totalise, c'est bien aussi de le préciser une fois de temps en temps, un peu plus de 400 emplois. Donc c'est quand même très, très conséquent entre Sinutra, donc, qui a maintenu sa partie logistique et de mise en boîte, et en même temps, désormais, les tours de séchage et de production de poudre de lait infantile par Nutribaby, par le groupe Sodial. Donc c'est 400 emplois sur le site du pôle laitier. Là où il y a 10 ans, il n'y avait rien. Donc c'est important de le préciser. Vous avez des remarques ou des questions? On peut adopter. Des votes contre, abstention, unanimité, merci.
Jacqueline, toujours concernant Moulins-Isaac. Oui, alors c'est une convention relative à l'admission et au traitement des matières de vidange dépotées par la société ADS Emeraude à la station d'épuration de Moulins-Isaac. En 2016, les ouvrages nécessaires à la réception et au traitement des matières de vidange d'origine domestique ont été créés sur le site de la station d'épuration de Moulins-Isaac. Sont définis comme étant des matières de vidange d'origine domestique les boues extraites des installations d'assainissement non collectif, souvent utilisées comme traitement des eaux usées domestiques en zone rurale et peu urbaine. Ce sont les fosses étanches, les fosses septiques, les puits d'infiltration. Seules sont acceptées les matières de vidange issues de dispositifs d'assainissement non collectif de capacité inférieure à 1,2 kg de DBO5, soit 20 équivalents habitants. Des conventions de dépotage avaient été conclues en 2025 avec les sociétés SARL Le Vidangeur Breton, AS Assainissement, SARL Enet, Père et Fils, pour définir les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles sont admises et traitées les matières de vidange dépotées à la station d'épuration, qui est la propriété de la ville de Carhaix et gérée par l'exploitant Veolia Eau. Il est proposé d'établir dans les mêmes termes une convention avec la société ADS Emeraude, dont le siège social est situé à Bourg-Barré, dans le 35, et qui a obtenu le 9 mars 2017 un agrément du préfet de l'Ille-et-Vilaine pour réaliser des travaux de vidange, de transport et d'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif. Cette société sollicite l'autorisation de dépoter à la station d'épuration de Carhaix les matières de vidange qu'elle envisage de collecter sur le secteur dans le cadre du développement de son activité. Donc, de la même façon, le dossier a été présenté en commission finances le 4 novembre et il est proposé aux membres du Conseil de bien vouloir approuver cette convention, donc, qui interviendrait entre la commune, la société ADS ainsi que la société fermière, et d'autoriser le maire à signer ladite convention et toutes pièces y rapportant. Merci Jacqueline. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On peut adopter des votes contre, abstention, unanimité. Toujours une convention, Jacqueline? Donc, il s'agit d'une convention relative à l'admission au traitement des matières de vidange dépotées par la société Le Mat Patrick à la station d'épuration de Moulins-Isaac à Carhaix-Plouguer. Donc, je vais pas. C'est le même laïus que tout à l'heure. Hein. Donc, il est proposé d'établir dans les mêmes termes une convention avec la société Le Mat Patrick, dont le siège est situé à Plougras, dans le 22, et qui a obtenu le 8/11/2021 un agrément du préfet des Côtes-d'Armor pour réaliser les travaux de vidange, de transport et d'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif. Cette société sollicite aussi l'autorisation de dépoter à la station d'épuration de Carhaix les matières de vidange qu'elle envisage de collecter sur notre secteur dans le cadre du développement de son activité. De la même façon, le dossier a été présenté en commission finances le 4 novembre. Et donc, il est proposé aux membres du Conseil de bien vouloir approuver cette convention à intervenir entre la commune, la société Le Mat Patrick ainsi que la société fermière et d'autoriser le maire à signer cette convention. Merci Jacqueline. Vous avez des questions, des remarques? On peut adopter des votes contre, abstention, donc unanimité. On en arrive à une dérogation à la règle du repos dominical, Jacqueline? Oui, là on change de sujet. Donc c'est la liste des ouvertures sollicitées par les commerçants pour l'année 2026. La ville de Carhaix-Plouguer accorde chaque année aux commerçants carhésiens une dérogation au repos dominical des salariés en période de fête de fin d'année et lors d'animations organisées sur la commune. La loi Macron permet aux maires de déroger au principe du repos dominical des salariés dans la limite de 12 dimanches par an pour chaque catégorie de commerce de détail, établissements commerciaux de vente de marchandises au détail au public. Il est obligatoire de fixer avant le 1er décembre la liste des dimanches travaillés l'année suivante et de solliciter l'avis du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI si le nombre de dimanches est supérieur à 5. Il s'agit d'un avis conforme. L'association des commerçants Carhaix-Boutique Made in Carhaix nous a sollicité pour obtenir une dérogation pour l'ouverture des commerces de détail pour les 8 dimanches suivants. Les dimanches 11 janvier, solde d'hiver, le 28 juin, solde d'été, le 19 juillet, période du festival, le 16 août, période du festival, le 6 décembre, le 13 décembre, le 20 décembre et le 27 décembre 2026, donc pour les fêtes de Noël. Ces dérogations seront prises selon les prescriptions suivantes. En seraient exclus les commerces entreprises ou parties d'entreprise où sont mis en vente au détail des meubles. Dans le cas où des dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables à l'établissement imposent le respect du volontariat des salariés au travail dominical, seuls les salariés volontaires pourront être employés sous couvert de la présente dérogation. Chacun des salariés privés du repos dominical bénéficierait, en contrepartie des heures travaillées le dimanche, d'un repos compensateur d'une durée équivalente, sans préjudice du repos quotidien habituel d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ce repos compensateur sera accordé dans la quinzaine suivant le dimanche travaillé, par roulement. En outre, ces mêmes salariés devront, pour chaque dimanche travaillé, percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente. Cette majoration de salaire s'applique sous réserve que des dispositions conventionnelles ou contractuelles ou qu'un usage, voire une décision unilatérale de l'employeur, ne soit pas plus favorable pour les salariés. La dérogation n'emporte pas autorisation d'employer les dimanches susvisés les apprentis âgés de moins de 18 ans dans les activités non listées par décret. Il est demandé à mesdames et messieurs les conseillers municipaux de se prononcer sur cette dérogation. Merci, Jacqueline. Vous avez des questions? Sur proposition de l'association de commerçants Carré Boutique Made in Carré. S'il y a des votes contre, des abstentions, deux contre. Merci. Puis le reste est favorable. Et puis, il nous reste simplement à vous donner quelques informations, donc qui sont listées dans vos bordereaux sur des groupements de commandes. Je ne vais pas vous les relire. Vous avez l'ensemble des informations qui sont là. Peut-être vous donner deux informations complémentaires sur la table. Vous avez le calendrier 2026 qui va distribuer dans toutes les boîtes aux lettres avec le journal du municipal du mois de décembre, de fin d'année. Je vous dis calendrier avec des très belles photos. Et puis également une invitation pour un documentaire donc, qui aura lieu le jeudi 20 novembre. C'est jeudi de cette semaine. Donc, concernant un documentaire de Valérie Simonette, 52 minutes, manger pour vivre. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est aussi organisé par le Festival alimentaire et la DESC. Vous dire aussi pour le conseil municipal du budget, donc ce sera en date donc, du lundi 15 décembre. Donc il y aura bien sûr la commission des finances avant, qui devrait se tenir 15 jours avant, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, le 2 décembre, le mardi 2 décembre, pour les membres de la commission des finances, à 18h, pour respecter les délais. Et puis, je rappelle aussi, bien sûr, l'inauguration, la dénomination désormais de ce qui sera l'ancienne école de Perdivien, école Jean-Pierre Jeudi, samedi prochain à 11h. Donc, alors pour les élus, plutôt les invités, mais on fera en sorte qu'il y ait du personnel pour pouvoir guider les gens. On s'arrêtera dans un premier temps devant le panneau principal de l'école. On dévoilera à cet endroit-là le nom de l'école Jean-Pierre Jeudi, et on se rendra ensuite à l'entrée par le préau, et où auront lieu les prises de parole et puis le dévoilement d'une deuxième plaque. Voilà. Donc, premier rendez-vous est fixé juste à l'entrée de l'école. Mais on mentionnera, il y aura une barrière, il y aura des personnes pour accueillir les invités. Donc, on va être assez nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont répondu positivement par rapport, bien sûr, à l'amitié, à l'estime auquel on est nombreux à apporter à Jean-Pierre Jeudi. Donc, voilà. Et donc, on se retrouvera pour le conseil autrement du mois de décembre. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous.